Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La situation est dramatique. Les chiffres sont alarmants. 6,7 millions de déplacés internes dans tout le pays. 40% de la population de la province de l'Ituri sont des déplacés internes. 28% de la population du Nord Kivu sont également des déplacés internes. Des milliers de femmes violentées, violées. Les morts se comptent également par milliers. Nous sommes en République démocratique du Congo. Les auteurs directs de ce drame sont connus, ce sont les rebelles du M23. Mais pour le président Félix Tshisekedi de la RDC, il y a un homme derrière les massacres qui ont lieu dans son pays. Un homme derrière le pillage de son pays. Il s'appelle Paul Kagame, le président du Rwanda. En campagne électorale en décembre dernier, il n'a pas exclu de déclarer la guerre au Rwanda. Mais le président Paul Kagame reste inflexible et se dit prêt pour la guerre. Après tout ce que son pays a connu, dit le président Paul Kagame, plus rien ne lui fait peur. Mais que se passe-t-il véritablement dans l'Est de la RDC? Comment mettre fin au drame que connaît ce pays? Les appels récemment lancés par les États-Unis et la France peuvent-ils mettre fin à ce qui est déjà considéré comme l'une des plus graves crises humanitaires que connaît le monde? Trois Congolais avec moi pour en parler. Reti Amouli, vous êtes avocat au barreau du Sud Kivu, président honoraire des avocats du tribunal pénal international pour le Rwanda, ancien candidat à la commission et à la présidence de la commission électorale CENI de votre pays. Ça fait des années que vous vous battez pour la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC afin que les crimes, les viols perpétrés dans votre pays soient punis. Vous avez été reçu par le président de la République française, par le roi d'Espagne, par le président de la Commission européenne, par le haut commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme. Vous nous direz au cours de cette émission, Maître Amouli Reti, pourquoi la communauté internationale n'arrive pas à mettre fin au drame que connaît votre pays, la RDC. Merci. C'est moi Merci qui à vous vous remercie. d'avoir accepté notre invitation. Kewin Maïzo, un habitué de mon émission, journaliste, analyste politique. Vous avez, vous, la dent dure contre la classe politique de votre pays et dans son ensemble. Mais merci quand même d'avoir accepté notre invitation pour faire le décryptage du drame que vit votre pays, la RDC. C'est plutôt moi. Tiberge Mouzitaba, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, représentant en France de l'UNC de Vital Kamerhe et l'Union pour la nation congolaise. Un grand soutien êtes-vous du président Félix Tshisekedi. Vous avez d'ailleurs milité pour sa réélection à la tête de votre pays, la RDC. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le décryptage du drame que connaît votre pays, la RDC. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Nous sommes en décembre 2023. Le président Félix Tshisekedi était alors en campagne pour sa réélection, évoquant la situation dans l'est de son pays et faisant allusion à son homologue rwandais. Il déclare à la moindre escarmouche, il parlait alors du président Paul Kagame, je réunirai les deux chambres de mon pays et je demanderai l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Mais l'homme pourra-t-il mettre sa menace à exécution? Nous avons posé la question à l'écrivain congolais Patrick Mbeko. Il est par ailleurs spécialiste des Grands Lacs. On l'écoute, on en parle après. Il est vrai que Félix Tshisekedi avait menacé d'entrer en guerre contre le Rwanda en cas d'attaque des éléments du M23 dans le Nord Kivu. En décembre dernier, il avait déclaré lors d'une conférence de presse qu'à la moindre escarmouche, il allait réunir les deux chambres du Congrès pour obtenir l'autorisation d'entrer en guerre.
Doit-on prendre ces propos au sérieux? La question reste posée dans la mesure où ces déclarations ont été faites dans un contexte particulier qui est celui de la campagne électorale. Donc on peut penser à première vue qu'il s'agissait avant tout des propos électoralistes, d'autant plus que Félix Tshisekedi lui-même est revenu tout récemment sur ses propos lors d'une conférence de presse à Kinshasa, durant laquelle il a clairement dit qu'il n'était pas pour la guerre mais pour la paix. Et il s'est même dit ouvert à des discussions directes avec Paul Kagame. Donc tout ceci nous emmène à penser que Félix Tshisekedi ne privilégie pas et n'est pas prêt à entrer en guerre contre le Rwanda. Et à part la question électoraliste ou les déclarations qui ont été faites, il faut prendre en considération d'autres deux éléments importants. Le premier, c'est le problème que connaît l'armée congolaise, qui a des problèmes structurels très importants. Et je sais de sources sûres que lors d'une réunion du Conseil national de sécurité tout récemment, il y a des généraux, il y a des hauts gradés qui ont conseillé à Félix Tshisekedi de privilégier les négociations en lieu de place d'opter pour la guerre. Un autre élément à prendre en considération, ce sont les pressions américaines, puisque les États-Unis, depuis un moment, veulent éviter toute escalade dans la région des Grands Lacs entre la RDC et son voisin rwandais. On se souviendra de la visite inopinée de la patronne des renseignements américains qui est arrivée, je crois, à Goma, à discuter avec Félix Tshisekedi avant de s'envoler pour Kigali et discuter avec Paul Kagame sur la question de la paix à l'est de la RDC. Les dirigeants américains ont plus d'une fois fait savoir qu'ils étaient contre l'intervention du Rwanda, la déstabilisation opérée par le Rwanda en RDC, même si ces déclarations restent teintées d'hypocrisie, il n'en demeure pas moins qu'il y a une réalité qui est qu'il y a des gens qui appellent à la désescalade et Félix Tshisekedi profite de la situation pour se ranger à cela. C'était donc Patrick Mbeko, l'écrivain et spécialiste des Grands Lacs, Kevin Maizo. Et récemment, le président Paul Kagame du Rwanda a fait une sortie où il dit « Moi, j'ai posé la question de savoir qui sont les gens du M23, quelle est leur nationalité. Et on m'a répondu qu'ils sont congolais. Et j'ai dit, mais s'ils sont congolais, qu'est-ce que moi, Rwandais, j'ai à voir avec ça? Quand des Congolais combattent d'autres Congolais, en quoi est-ce que c'est l'affaire des Rwandais? Que se passe-t-il, Kevin Maizo, dans l'est de votre pays, la RDC? Bon, le président Kagame ne peut que tenir ce genre de propos parce que c'est quelqu'un d'extrêmement changeant. Il applique ce qu'ils appellent au Rwanda les Ubwenge. Le Ubwenge, c'est un concept qu'on ne trouve que au Rwanda, c'est-à-dire un mélange de malice, mensonge, manipulation. Parce que dans la culture rwandaise, si nous on dit que la vérité libère, au Rwanda, on dit que la vérité tue. Donc c'est de la manipulation. Parce qu'il y a une interview du président Kagame que l'on peut retrouver sur Internet où il disait que les Blancs ont beaucoup pillé le Congo. Maintenant, il est temps que nous aussi, les Noirs, qu'on fasse de même. Et il a aussi déclaré que personne ne peut accéder au pouvoir à Kinshasa s'il ne passe par Kigali. Ça, il ne doit pas oublier. Alors, la manipulation sémantique qui consiste à envoyer des troupes régulièrement au Congo et à les appeler, à les congoliser, à les appeler rebelles. Parce que l'enjeu, c'est quoi? Si vous les qualifiez de Rwandais ou de personnes soutenues par le Rwanda, vous mettez en œuvre la résolution 3314, 33e Assemblée générale des Nations Unies. Qui dit quoi? Qui définit l'agression. Tandis que si vous parlez de rébellion, donc vous congolisez cette agression qui devient un problème de droit interne et qui n'est plus un problème de droit international. Donc, il ne peut dire que cela parce qu'il a en face de lui son missi dominici, Félix Tshisekedi. Vous confirmez que le Rwanda et son président Paul Kagame sont derrière le M23? Impliqués jusqu'au cou. Ils ne sont même pas derrière le M23. Le M23, c'est le nom d'un bataillon de l'armée rwandaise qui agresse le Congo. C'est comme ça qu'il faut dire ça. Oui, c'est comme ça qu'il faut dire. Et j'irai même loin. Tout ce que vous avez entendu au Congo, depuis l'AFDEL jusqu'au M23, c'est l'UNAR, l'Union nationaliste rwandaise de François Loukeba. Ce sont les différents noms qu'utilise l'armée rwandaise pour arriver au Congo. Autrement dit, AFDEL égale RCD Goma, égale M23, égale Tutsi Congolais, égale Banyamulenge, égale
Twagiraneho égale ceci, égale cela. Donc c'est la même chose, au fait. C'est juste le nom qui change. Tiberge, Monsieur Tiberge Mozitaba, excusez-moi ma question, hein, il n'y a aucune espèce de mauvaise pensée derrière. Le président Félix Tshisekedi dit, à la moindre escarmouche, je demanderai l'autorisation des deux chambres et je déclarerai la guerre au Rwanda. C'est quoi l'escarmouche ici chez lui? S'il est établi, excusez-moi, hein, s'il est établi que le Rwanda agresse votre pays, la RDC, s'il est établi, comme il dit, que le M23 est un bataillon rwandais, que les femmes qui sont violentées chez vous, c'est le fait des Rwandais, que les déplacés, les millions de déplacés, c'est le fait des Rwandais, qu'est-ce qu'il faut comprendre par escarmouche chez le président Félix Tshisekedi? Alors, merci beaucoup. En fait, j'aimerais, pour la question, piocher un peu sur ce que vous avez passé comme vidéo, les spécialistes que vous avez présentés, M. Mbeko a dit. Les contextes qui a fait à ce que le président parle d'escarmouche étaient aussi différents. C'était d'abord la campagne et les peuples en ont assez avec les Rwandais. Ah, c'est un langage de communisme. Non, j'en arrive. Ah, d'accord. J'en arrive. Donc, d'abord, il faut essayer un peu de voir étape par étape. Et donc, dans une campagne électorale, il y a certaines choses, certains mots qu'il faut prononcer pour captiver aussi l'électorat. Ça, d'abord, c'est ça. Deuxième chose, c'est que les contextes que le président a parlé, vous voyez qu'il a cité la Constitution, parce que c'est la Constitution qui l'a dit, que pour déclarer la guerre, la RDC, pour qu'elle déclare la guerre, il faut réunir les deux chambres et demander la permission. Bien sûr, l'autorisation. Oui. Alors, à cette époque-là, quand le président en a parlé, les deux chambres étaient presque à la fin, parce qu'il y avait les élections qu'on organisait. Et à cette époque-là même, il n'y avait pas d'escarmouche que le président a parlé. Nous avons remarqué... La question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par escarmouche? L'escarmouche, c'est qu'il mettait en garde les Rwandais. Contre quoi? Contre la guerre qu'il fait. Mais il y a déjà la guerre. Non, en fait, à cette époque-là, il y a eu un peu un accalmie. Il y a eu un accalmie. Et le président a dit que à la moindre... Et si vous vous souvenez bien, le président a parlé de ça quand M. Nanga, il a parlé de son AFC. Et le président a fait allusion aussi à l'AFC parce qu'il s'est rallié au Rwanda. Et il a dit qu'à la moindre escarmouche, je vais réunir les deux chambres et nous allons attaquer. Alors, il s'est fait que ce contexte-là électoral est passé. Aujourd'hui, nous avons un Parlement qui est nouveau. Et donc, on est en train d'installer le Parlement. Donc, si aujourd'hui, le président dit qu'il va réunir les deux chambres, c'est quelles deux chambres qu'il va réunir? Nous sommes à l'étape où les parlements anciens est en train de passer et qu'on va remplacer il sera remplacé par les nouveaux députés et sénateurs qui seront... Les députés sont déjà élus, mais les sénateurs qui seront élus. Donc, tous ces contextes-là ne permettent pas, je pense à mon humble avis, au président de déclarer cette guerre qu'il a préconisée. Mais aussi, il ne faut pas oublier que, Monsieur Richard, excusez-moi, je suis quelqu'un qui connaît la guerre. Non pas parce que j'étais militaire, mais parce que j'ai vécu la guerre. C'est vrai. Et des fois, les gens parlent de la guerre sur des plateaux télévisés, mais ils ne savent pas ce que c'est que la guerre. Et donc, connaissant cette réalité, parce que j'ai des cicatrices dans mon corps, connaissant cette réalité, je soutiendrai toujours que l'option de la guerre soit vraiment la dernière. Alors la dernière. Non, le dialogue, c'est la moindre des choses. C'est lié à la déclaration du président. Exactement. Je pense que j'ai essayé un peu d'expliquer et vous avez compris le contexte. La campagne électorale, comprendre le contexte. En tout cas, on va évoluer ici, Maître Amoli. Parlons sans langue de bois. Quelle analyse, quelle appréciation faites-vous de la situation qui prévaut aujourd'hui dans l'Est de votre pays et qui a poussé votre président à envisager l'éventualité d'une guerre contre le voisin rwandais?
Si vous permettez, je voudrais d'abord demander à mon confrère de me dire exactement, il a connu la guerre, dans quelles circonstances et dans quelle situation, pour qu'on voit effectivement si on parle de la même guerre ou si on parle de la même chose. Alors là, on rentre dans la vie privée. Non, s'il y a une guerre, ce n'est pas privé. Juste un extrait. J'ai fini mes études en retard parce que j'ai été bloqué à l'Équateur pendant 6 ans. Ah, c'était pas en RDC, la guerre que vous avez connue, c'était pas en RDC. Équateur, c'est une province de la RDC. Ah, ok, d'accord. C'est à l'ouest. À l'ouest, c'est pas. Et j'ai été bloqué de la guerre qui opposait Jean-Pierre Bemba et le président de l'époque, Kabila Mzee. Et donc, les 6 ans, je l'ai passé à l'Équateur et je connais les stigmates de la guerre. Et c'est pourquoi, connaissant ces réalités-là, la guerre, c'est la dernière option. S'il y a possibilité que les gens se parlent, ils doivent se parler. Mais je ne soutiens pas la logique du Rwanda qui continue toujours à nier les faits avérés démontrés par les Nations Unies. C'est pourquoi je soutiens la position du président Tshisekedi qui dit qu'il est prêt pour les dialogues, mais pas avec les M23, comme mon confrère compatriote Kevin venait de le dire. Mais la guerre ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais. Et donc, s'il faut discuter, comme je soutiens les dialogues, il faut que les dialogues se passent entre la RDC et les Rwandais. Mais la guerre dont vous parlez, la guerre, elle a déjà lieu dans votre pays. Il y a déjà la guerre. De votre pays. Bien sûr, mais je ne nie pas. Je ne nie pas. Mais je dis que, comme le président, il est dans la logique, il fait tout ce qui est à sa portée pour qu'il y ait un dialogue entre la RDC et les Rwandais. Mais si les Rwandais continuent à pousser les bouchons jusqu'au bout, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix. Et là, la RDC est en train de se préparer. En conséquence. Je comprends donc que nous ne parlons pas de la même guerre. Donc, vous avez connu des stigmates de la guerre. Vous avez peut-être perdu quelques années de votre vie parce que Jean-Pierre Bemba a attaqué son propre pays. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Jean-Pierre Bemba a attaqué son propre pays, il y avait quand même Museveni derrière lui, donc l'Ouganda derrière lui. Et là, nous revenons sur la même guerre, c'est-à-dire la guerre qui est menée contre le Congo depuis 1996 par, je ne dis pas le contraire, par Museveni et Kagame. Donc, Linard. Et donc, si je dois répondre à la question, je constate effectivement que vous parlez de 6 700 000. Voilà le chiffre, une comptabilité qui intervient. Mais c'est depuis 2003 que la comptabilité macabre a été fixée à 6 millions de morts. Et ça, c'est le rapport mapping. C'est pour les morts qu'il y a eu entre 1996 et 2003. Et le rapport mapping est sorti en 2012. Ouais. Donc, même le rapport mapping, donc l'ONU n'a pas été au-delà de 2003. Et il s'est arrêté à 6 millions. Ouais. Ça lui a fait peur. Et il n'a pas voulu donner des chiffres. Aujourd'hui, entre 2003 et 2024, 20 années se sont écoulées. Bien sûr. Si, en 6 ans, il y a eu 6 millions de morts, et que 20 années durant, il y a eu toujours ces combats, je comprends effectivement qu'aujourd'hui, tout le monde fait le raccourci en disant il y a 6 700 000 déplacés. C'est ce qu'on entend effectivement dans les médias mainstream. Oui, ça, c'est pour les déplacés. Parce que, pour les déplacés. Oui. Parce que plus personne ne veut... Et même l'ONU ne fait plus de mapping. Il aurait dû faire un mapping d'actualisation. Déjà, avant, nous faisions... pratiquement, quand on essayait de sensibiliser la communauté internationale, on leur expliquait que les 6 millions de morts, c'est l'équivalent de la population de la région parisienne, de l'île de France. Eh bien, ils n'ont pas très bien compris. Dernièrement, nous avons fait une lettre ouverte à l'Union européenne pour leur faire comprendre encore la gravité de la situation. Vous savez qu'il y a en Europe des États où il n'y a pas plus d'1 million d'individus. Oui, bien sûr. Et donc,
en faisant la comptabilité de ces 6 millions qui ont été recensés par les Nations Unies, on atteint déjà la comptabilité macabre. C'est un peu comme si une bombe nucléaire avait explosé en Europe et que les 10 pays les moins peuplés de l'Union sur les 27 ont été pratiquement soufflés par la bombe nucléaire. Oui. Logiquement, ça devait leur faire réfléchir. Mais visiblement, les Occidentaux, et je parle aussi de l'ONU, ne semblent pas encore prendre l'ampleur, la mesure du drame. Et donc, maintenant, moi, j'ai fait la comptabilité des États européens qui, s'ils devaient être décimés, atteindrait éventuellement ces chiffres du Congo, parce qu'au Congo, maintenant, on parle entre 12 millions selon... Et 18 millions, il y a certains rapports qui vont jusqu'à 18, 20 millions. Parce qu'il n'y a pas de mapping officiel d'actualisation. Et donc, mais l'analyse de la situation elle-même... Je voudrais juste arriver à dire ceci. Nous sommes donc dans une situation où il y a un drame contre l'humanité. Moi, je parle plus de crimes contre l'humanité, mais de drame contre l'humanité. Oui. Je ne parle pas d'Holocauste parce qu'il semble que ça, c'est réservé aux Juifs. Oui. Je ne parle pas de génocide parce que c'est rien, finalement, quand on constate ce que le Congo connaît par rapport à ce que d'autres... Par exemple, le Rwanda, c'était 800 000 morts au total. C'est ça. Mais les 800 000 morts, c'était Tutsi et Hutu confondus. Je ne veux pas ici qu'on pense effectivement que je fais de la double victimisation. C'est ça. Mais les juges eux-mêmes, au tribunal pénal international pour le Rwanda, à chaque fois qu'ils condamnaient en disant que la personne était responsable des crimes de génocide qui a visé les Tutsis et les Hutus modérés. Donc, il y avait des Tutsis et des Hutus modérés qui étaient là. Donc, quand on parle de génocide, moi, je pense effectivement, par égard pour les Hutus qui ont été aussi tués, il faut aussi qu'on les mette dans le nombre des victimes. Et donc, pour nous, la question fondamentale qu'il faut poser, parce que maintenant, il faut toucher la conscience collective. Bien sûr. De ceux qui disent effectivement que ce sont les valeurs de l'humanité qui sont importantes. Maintenant, nous sommes une sorte d'espèce animale. Nous, les chats, les cobras, les chauves-souris, etc., nous sommes protégés de la même façon. Mais la question fondamentale que moi j'ai posée à l'Union européenne, c'est de dire, à supposer que 6 millions de chiens européens sont complètement massacrés à la hache, au couteau, etc., ou 6 millions de chats, quelle serait votre réaction? La question, c'est un rapport à l'absence de réaction de la part de la communauté, exactement, de la communauté internationale. Mais allons-y. Alors, je vais juste terminer en disant, je leur ai dit, écoutez, je n'attends pas la réponse de votre part, je la connais, mais c'est dommage que vous puissiez être plus sensible lorsque vos chiens sont massacrés que lorsque les Congolais sont massacrés. Où est votre humanité? Où est notre humanité commune? C'est une comparaison pertinente qu'a eu Maïso. Allons-y méthodiquement, puisqu'il y a des gens qui nous suivent qui ne sont pas congolais. Repartons à la genèse du drame. Que veut le M23 et pourquoi le Rwanda arme le M23? Alors je vous pose la question comme ça parce que les États-Unis et la France ont demandé officiellement au Rwanda de retirer ses missiles de la RDC. Ça me suffit pour moi pour vous poser la question, pourquoi y a-t-il dans votre pays des missiles rwandais? Et plus globalement, que veulent les rebelles du M23? Comment est née la crise? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur revendication? La crise, c'est que la République démocratique du Congo a toujours été un facteur d'ajustement structurel par rapport à l'économie mondiale. C'est un pays extrêmement riche et le grand capital mondial a décidé de le mettre en coupe réglée. Vous vous souviendrez, et c'est très documenté, que depuis 1942, les États-Unis ont classé certains minéraux congolais comme étant des produits essentiels à la sécurité intérieure des États-Unis. Oui. Donc derrière la guerre, c'est les complexes militaro-industriels américains avec la Grande-Bretagne et les Five Eyes, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà, les 5 pays anglophones et le Canada. Donc c'est eux,
avec le président Bill Clinton et Madeleine Albright qui ont armé le Rwanda pour agresser le Congo. Donc, pourquoi ne pas aller acheter directement chez les Congolais, les minéraux congolais? Non, c'est la stratégie du chaos. C'est-à-dire qu'il faut piller ces pays et récupérer les minéraux, les voler, les prendre à vil prix. Vous savez que pendant qu'il y a la guerre, dans cette partie du pays, il y a des aéroports partout dans la brousse où des minéraux décollent à longueur de journée et on sait où ça va. Ça va où? Mais partout, y compris en Europe. L'Europe venait de signer un contrat avec le Rwanda pour, c'est ce qu'ils appellent chaîne de valeur et de résilience pour des minéraux. Oui, c'est vrai, on reviendra effectivement sur des minéraux que le Rwanda n'a pas. Et la Banque mondiale avait validé un document où le Rwanda était premier producteur de coltan au monde, les coltans que le Rwanda n'a pas. Donc c'est une guerre de prédation et le Rwanda, c'est les sous-traitants des anglo-saxons et un État mercenaire qui joue un rôle néfaste. En fait, il y a les commanditaires, les Occidentaux, les sous-traitants, certains pays africains, dont le Rwanda et l'Ouganda, et les exécutants, certaines personnes à Kinshasa. C'est quoi le motif officiel? Il faudra franchement qu'on aille droit au but. Oui. La question du Rwanda et des États-Unis est une question qu'il faut situer en 1989-90. Au moment où des gens qui étaient des Ougandais, citoyens ougandais, Paul Kagame était pratiquement patron de renseignement militaire ougandais, dans l'armée ougandaise. Au moment où ils essayent d'attaquer le Rwanda pour rentrer chez eux, parce qu'ils étaient réfugiés, oui. Et à ce moment-là, les États-Unis, la France et le Congo, le Zaïre, à l'époque, interviennent au nom des accords de coopération et de défense qu'ils ont. De la même façon que nous avons fait venir, au nom des accords de défense, la SADC, on a fait venir le CAC. Mais maintenant, le problème, c'est que quand ces gens-là ont été foutus à la porte, ce qui s'est passé, c'est que Bill Clinton, le président américain, a fait venir Kagame aux États-Unis pour le former. À quoi? Il a formé Kagame, non pas à lancer des missiles, si, il y avait dans le programme de formation le lancement des missiles qui avait abattu l'avion. Du président Habyarimana. Du président Habyarimana. Mais, plus important, Paul Kagame lui-même, patron des services de renseignement militaire ougandais, a été formé à la stratégie, à la technique d'opération psychologique. Lorsque, au Congrès, Cynthia McKinney, congressiste, demande au Congrès américain comment est-il possible que vous utilisez l'argent des contribuables pour aller faire violer les femmes au Congo et massacrer des gens au Congo, Bill Clinton, son administration répondra: nous n'avons pas envoyé des munitions et d'armes au Congo, au Rwanda. Nous aidons le Rwanda dans l'opération psychologique. Non, mais maître, en 90, Kagame n'était pas encore président. Non, ça c'est là c'est après. C'est après que le génocide ait lieu. Après la mort de Habyarimana. Après la mort d'Habyarimana. C'est à ce moment-là que Cynthia McKinney avait posé la question au Congrès. Parce que la formation c'était en juin 90 à Fort Leavenworth au Kansas. Voilà. Donc, il était encore en Ouganda. C'est en 90. Aux États-Unis. Oui. Alors, il faudra savoir une chose. Lorsque cette question était portée devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, par la plupart des équipes de la défense, ça devenait embêtant et ennuyeux. Les États-Unis ont envoyé l'ambassadeur Prosper, qui était en charge des crimes de guerre, prendre réunion avec les juges du tribunal et leur donner instruction de ne pas considérer l'affaire du Rwanda comme étant une affaire internationale. Les juges ont pris une décision sous la forme de ce qu'on appelle constat judiciaire. Le constat judiciaire, c'est qu'à un certain moment, les juges n'ont plus besoin d'écouter vos preuves ni de vous entendre. Ils viennent, ils décident que, voilà, nous avons désormais décidé que
cette affaire doit être vue comme ça. Okay. Et ils ont pris un constat judiciaire disant clairement que aucune équipe de défense ne devra venir soulever la question de savoir si oui ou non les FPR de Kagame venaient d'Ouganda et si effectivement c'était une agression ougandaise. Okay. Donc il fallait définir ça comme étant une... Vis-à-vis de quel pays? Une agression ougandaise vis-à-vis de quel pays? Du Rwanda. Du Rwanda. Du Rwanda. Mais maître, alors, faisons coup et revenons au M23. Mais c'est que justement ce qu'il vous a dit. Oui. Il n'y a pas de M23, donc il y a eu les FPR pour attaquer le Rwanda de manière à pouvoir éventuellement gérer la région. Il y a eu par la suite le même FPR qui a attaqué le Congo. Et on a beau dire que ce sont des Congolais... Ils ne sont pas Congolais, c'est des Rwandais? On a beau dire que c'était des rebelles, mais vous savez, le meilleur moment d'écouter les gens, c'est lorsqu'ils ont gagné. Lorsqu'ils ont gagné, lorsque Mobutu était parti, les gens à Museveni lui-même a expliqué comment ils ont organisé l'attaque du Congo. Bizimakara a expliqué. Tous, ils ont dit qu'ils avaient besoin seulement des gens, des Congolais, pour pouvoir leur permettre d'avancer. De faire valoir. Donc, ils avaient besoin de faire valoir. Et cela, l'histoire le dit. C'est que Kabila lui-même, qui a pris le pouvoir au nom de l'AFDEL... Kabila père. Oui. Il a dit lui-même clairement, écoutez, ces gens-là, ce ne sont pas des Congolais. Ces gens-là, ce sont des Rwandais. On fait évoluer la parole très rapidement. Tibej Moussitaba, pardon. Maître Amouli, évoquant la question de la genèse du M23, en tout cas c'est l'appellation officielle, a évoqué Kabila père, qui, on le sait, a pris le pouvoir dans les conditions qu'on connaît, en chassant Mobutu du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que le problème, le malheur commence là, quand il a fait entrer des Rwandais aux Zaïre pour aller chasser Mobutu du pouvoir? Mais sans mâcher les mots, vous avez touché le point, M. Richard. Les malheurs qu'on connaît là, c'est la genèse, comme Maître l'a expliqué. Oui. C'est un problème qui s'est passé entre deux pays, l'Ouganda, le Rwanda. Ça n'intéresse pas la RDC, même si Mobutu à l'époque, avec son aura, il pouvait influencer d'une manière ou d'une autre. Mais si le Congo connaît ce qu'il connaît aujourd'hui, la base, c'est l'AFDEL. Parce qu'en fait... Les Congolais que Kabila justement, a fait entrer... Qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais que Kabila a fait entrer au Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est que Mobutu, vers la fin de son règne, oui, il est devenu faible. L'armée n'était pas organisée. Un désordre total. Les pays étaient vraiment dans les chaos, disons. Et avec cette faiblesse-là, Kabila profite avec... aujourd'hui, en fait, Kabila était comme aujourd'hui les M23 qu'on parlait. Donc, les Rwandais, les Ougandais l'ont pris, ils l'ont utilisé, et eux-mêmes l'expliquent. Oui. Ils l'ont mis devant, et ils sont venus. Une fois accédés au pouvoir, ils ont réussi à chasser Mobutu. Maintenant, ils ont profité à infiltrer toutes les institutions, toutes les couches de la RDC. Et il essaye de revendiquer, comme Maître l'a dit, il se réveille de son sommeil, il essaye de chasser ces gens-là, mais il a été surpris que ce n'était pas facile pour lui. Heureusement que c'est les Congolais qui l'ont sauvé, parce que malgré tout, même s'il est un enfant prodigue, mais il est fils maison. Les Congolais l'ont sauvé. Quand les Rwandais... Sauvé qui? Ils ont sauvé Kabila. Quand les Rwandais voulaient contre-attaquer, prendre la base de Kitona pour venir prendre le pouvoir à Kinshasa, les Kinois en particulier ont dit non. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont sauvé. Mais malgré ça, ils ont réussi à éliminer. À éliminer physiquement. Maintenant, l'infiltration a réussi son coup. Oui. Et Kabila fils remplace son père. Oui. Maintenant, c'était difficile pour lui de tenir. Jusqu'à ce que cette infiltration a continué. Tshisekedi, il vient avec les 18 ans de Kabila fils. Tshisekedi, il vient maintenant, il prend un pouvoir où
le pouvoir est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Je propose qu'on... Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez que, malgré qu'il y a les présidents Tshisekedi essaient un peu de tenir, mais chaque jour, on arrête les traîtres. Qui ont infiltré Exactement, la congolaise. Et cette guerre est longue et difficile, parce que le Congo est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.